Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron, historien à 16 heures et maître de forge dans l'atelier de forge du château de Castelroc, avec derrière moi une équipe de volontaires qui sont mes élèves. Alors comme vous le savez, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, partager et liker cette vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer la série sur Philippe le Bel. Et aujourd'hui nous allons voir ces démêlés avec un peuple du nord de la France et de la Belgique que l'on appelle les Flamands. Les Flamands sont en quelque sorte mes ancêtres. La Flandre est une région dont le comte est un des pairs du royaume de France. Il est donc le vassal du roi. En l'occurrence, nous parlons de Philippe le Bel, qui est le suzerain du comte de l'époque qui s'appelle Guy de Dampierre. Guy de Dampierre veut absolument retrouver une certaine liberté et s'émanciper du pouvoir toujours plus oppressant de Philippe le Bel, qui lui veut détenir les clés de cette région extrêmement riche. Parce qu'effectivement, la Flandre est très riche. Elle est riche à cause de son commerce et de sa fabrication de draps. Mais pour fabriquer le drap, les artisans flamands ont besoin de la laine des Anglais. Or, comme nous le savons, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, il y a, comme qui dirait, certains litiges entre Philippe le Bel et son voisin Édouard Ier, roi d'Angleterre. Alors, on se retrouve dans une situation où les très riches villes de la Flandre, telles que Lille, Bruges, Gand, Ypres, sont à la fois dépendantes des Anglais pour l'aspect économique et pour leur richesse, et dépendante du roi de France par rapport à l'aspect politique et à sa suzeraineté. Alors il va se passer un phénomène, c'est que chez les Flamands, deux partis vont se créer. Ceux qui sont favorables au roi de France, on va les appeler les Liliards, c'est-à-dire les partisans du lys. Il s'agira surtout de la grande bourgeoisie flamande, qui va donc s'allier avec les Français et qui désire s'émanciper elle-même du pouvoir du comte de Flandre. De l'autre côté, nous avons les Clovards. Alors les Clovards, c'est par rapport aux griffes, les griffes du lion des Flandres. Clos désignant griffes en flamand. Et les Clovards sont surtout représentés par une certaine noblesse qui reste fidèle au comte de Flandre et par les artisans et les commerçants, soit les classes moyennes de la Flandre. En 1295, le comte de Flandre décide de marier l'une de ses filles, Philippa, avec le fils d'Édouard Ier, roi d'Angleterre. Évidemment, cela est considéré comme une trahison par Philippe le Bel. Il invite Guy de Dampierre avec deux de ses fils à Paris et là il les fait emprisonner. Néanmoins, la justice du roi leur permettra de retrouver leur liberté peu de temps après. Sauf que, en 1297, le comte de Flandre, suite à ses démêlés avec Philippe le Bel, décide de renier son serment de vassalité. Il se déclare donc indépendant et avec lui son comté du royaume de France. Alors là, c'en est trop pour Philippe le Bel. Il ne peut pas supporter cette insubordination. Alors il rassemble une grande armée de plus de 10 000 hommes et il marche sur la Flandre. Il va faire le siège de Lille et il va scinder son armée en deux parties, l'autre partie étant donnée au comte d'Artois, Robert II. Robert II va donc écumer l'ouest de la Flandre et parvenir à la ville de Furnes. À Furnes, les Flamands attendent les Français. À Furnes, il va y avoir bataille. Ce sera une victoire importante pour les Français. En sachant que, d'après les témoins de l'époque, le bailli de Furnes aurait trahi la Flandre en se ralliant aux châtelains de Burg. Vous savez, Burg, la belle ville de Burg. Cette trahison aurait compromis la cohésion des Flamands qui auraient donc été vaincus par les Français. Après cette victoire des Français, certaines villes vont être occupées et des officiers du roi de France vont d'une certaine façon administrer le comté. En mai 1301,
Philippe le Bel, en signe de réconciliation, décide d'organiser une grande tournée, un grand voyage diplomatique en Flandre. Là, il va rencontrer essentiellement la grande bourgeoisie flamande, qui va l'accueillir à bras ouverts, puisqu'ils sont favorables aux lys. Ce sont les Liliards. À ce moment-là, il paraît que Jeanne de Navarre aurait été très énervée par les parures très riches des grandes dames et des nobles de la bourgeoisie flamande. Elle aurait dit ensuite à son mari, Philippe le Bel, qu'il devait absolument lancer son armée à l'assaut de la Flandre et égorger toutes ces truies flamandes. Je cite dans le texte. Le problème, c'est que la tournée est une réussite diplomatique, les fêtes sont grandioses, mais qui va payer? En l'occurrence, la grande bourgeoisie flamande réclame un impôt sur la bière concernant les commerçants et les artisans flamands. Alors évidemment, en Belgique, mettre un impôt sur la bière, ça n'a jamais été trop populaire. Alors la tension devient de plus en plus importante entre le clan pro-français et le clan pro-flamand. Tant et si bien qu'en mai 1302, il y a ce qu'on appelle les matines de Bruges. Au son des matines, donc l'appel à la prière par les cloches, les Flamands qui ont formé un complot se lancent à l'assaut des soldats français, les massacrent, de même qu'ils massacrent tous les collaborateurs favorables à la France. Alors bien entendu, une fois de plus, Philippe le Bel ne peut laisser cet acte impuni. Il va rassembler de nouveau une très grande armée française qu'il va lancer dans la direction de Courtrai. Nous sommes le 11 juillet 1302. Les Flamands, qui sont essentiellement des troupes à pied, très bien entraînés et très bien formés à l'art de la guerre, vont devoir affronter la terrible et célèbre chevalerie française. Les troupes sont menées par Guy de Namur, un des fils du comte de Flandre, et par Guillaume de Juliers, qui est le petit-fils du comte de Flandre. Il y a très peu de nobles qui se sont donc ralliés au parti des Français. Et là, les Flamands vont être extrêmement intelligents, ils vont s'adapter au terrain. Devant Courtrai, il y a une espèce de plateau qui domine la plaine. Évidemment, quand on est en Flandre, le plat pays, dominer, ça veut dire qu'on a quelques mètres au-dessus de son adversaire. Et comme vous le savez, qui tient le haut, tient le bas. De plus, les Flamands, donc, qui se sont formés en ligne, avec une très bonne cohésion, ont un autre avantage. Sur un des côtés du plateau se trouvent des marécages, et sur l'autre côté, une rivière qu'on appelle la Lys. Alors automatiquement, les charges de la chevalerie française ne pourront intervenir sur les flancs. Ils ne pourront pas prendre les Flamands par la droite ou par la gauche. Ils vont devoir foncer dans la direction des troupes qui sont massées sur le plateau. Sauf que, au milieu de la plaine, il y a un fossé. Alors on pense que ce fossé est un ancien affluent de la Lys. Et les chevaliers français ne s'en sont pas aperçus. Aussi, lorsque la charge de chevalerie traverse la prairie en direction des murs de Courtrai et de l'armée des Flamands, les chevaux vont se casser la figure dans ce fossé, entraînant tous les chevaliers par terre. Aussitôt, Guy de Namur et Guillaume de Juliers ordonnent l'assaut et les Flamands se précipitent sur les chevaliers français qui sont au sol. Ils les massacrent les uns après les autres. En l'occurrence, celui qui mène la chevalerie française, c'est Robert d'Artois, Robert II. Il va trouver la mort à Courtrai. Donc, les Flamands sont vainqueurs de la bataille de Courtrai. En l'occurrence, ils vont retirer les éperons aux chevaliers qui sont tués et ils vont les suspendre à la cathédrale de Courtrai. C'est ce qu'on va appeler la bataille des éperons d'or. En flamand, ça donne Golden Sporenslag. Cette bataille est extrêmement importante dans l'histoire de la Flandre. Une fois de plus, Philippe le Bel ne peut se permettre une telle défaite. Il va alors rassembler des fonds et créer une nouvelle armée qu'il va lancer sur la Flandre en 1304, soit 2 ans après la bataille de Courtrai. Ce sera la bataille de Mons-en-Pévèle, le 18 août 1304, par une chaleur caniculaire. Comme quoi, il peut aussi faire chaud dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ce que les écrits vont retenir à l'époque concernant la bataille de Mons-en-Pévèle, c'est la présence de Philippe le Bel, qui, selon la légende, se serait précipité au combat sur son cheval sans avoir même mis son armure. D'ailleurs, il y a un tableau assez célèbre au château de Versailles qui montre Philippe le Bel se précipitant au combat. Les choses ne vont pas bien fonctionner pour les Flamands. Ils vont être très rapidement bousculés par la chevalerie française qui va réussir à aller prendre sur le flanc. Et les combats vont être extrêmement durs entre les deux parties. Tant et si bien qu'à un moment, il y a un certain flottement et chaque camp revient à sa base de départ. À ce moment-là, les Flamands décident de mener deux espèces de raids sur l'armée française. L'un va mettre en difficulté le roi Philippe le Bel, qui va devoir se battre comme un forcené pour échapper à ses agresseurs flamands. Et quant à l'autre, ce sera un échec patent pour les Flamands. Fin de la bataille de Mons-en-Pévèle, les Flamands sont vaincus, la France a gagné. Philippe le Bel va donc pouvoir imposer un traité de paix à la Flandre. Il va récupérer des villes telles que Douai et Lille, qui vont devenir définitivement françaises. Et il va instaurer une certaine tutelle sur le comté de Flandre. Alors évidemment, par rapport aux vexations et à l'humiliation subies par les Flamands, on comprend mieux leur réaction lorsque Édouard III d'Angleterre va leur promettre des traités de paix et d'assistance militaire au début de la guerre de 100 ans. Les Flamands seront toujours du côté des Anglais et non pas des Français. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker et partager. Je vous retrouve pour une autre vidéo, certainement sur la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.